Bon, voilà, de retour. Moussa Kaba, wa alaikum salam. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Tapoter, partagez le live, court. Donc, la thématique de ce soir, c'est l'esclavage en terre d'islam. D'accord. Bah, on va donc, j'ai choisi le bouquin du livre, j'ai choisi le bouquin de Malek Shebel, pardon. Donc, pourquoi j'ai choisi cette thématique? Donc, j'étais tout simplement en train de dire que la dernière fois, nous avons traité du livre d'Abou Bakr Moussalam concernant l'esclavage en Égypte antique. Est-ce qu'elle a existé? Et donc, bien entendu, par rapport au livre d'Abou Bakr Moussalam, lui, il part du postulat qu'il y avait effectivement de l'esclavage en Égypte antique, à travers le paradigme négro-africain. Sachant qu'Abou Bakr Moussalam est un élève de Cheikh Anta Diop, directement. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ensuite, donc il y a plusieurs vidéos relatant de ce cours-là sur YouTube. Donc vous pouvez revoir encore une fois les vidéos sur YouTube, d'accord? Et j'ai également effectué une vidéo récapitulative. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que les Kemtars ici racontent n'importe quoi. Et il y a certains kémites, par idéologie, rejoignent les erreurs historiques des Kemtars. Et ils pensent que c'est de cette manière-là que nous pourrons faire avancer le continent africain. Tout cela est faux. Parce que si on ne regarde pas notre histoire d'une manière factuelle, si on reste dans le déni, nous ne pourrons pas trouver de réelles solutions à toutes nos problématiques. Donc moi, ma partie, bien sûr, sur le continent africain, nous avons différentes problématiques qui, alhamdoulilah, on a tendance là, avec les nouvelles générations, à trouver des solutions. Donc on est vraiment dans une ère de réveil et d'action depuis un petit bout de temps. Du moins depuis la formation de l'AES, on a vu une lueur d'espoir renouvelée, alors que dans le passé, les peuples africains ont toujours été le phare de l'humanité dans le passé, ont toujours résisté, je le précise bien, ont toujours résisté à toutes les attaques adverses. D'accord? De toute manière, on reverra toute cette partie-là ensemble, les amis. Ok? Au fur et à mesure, on va y aller d'une manière méthodique. Vous savez comment je procède. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo sur l'esclavage en Égypte antique par Abou Bakr Moussalam. Donc, je pense que je l'ai posté sur mon compte principal Bakem. Dedans, vous avez un récapitulatif, mais en plus, comme vous savez que je lis et j'écris les hiéroglyphes, donc je vous ai mis aussi d'autres sources. Je me suis pas basé que sur Abou Bakr Moussalam. De cette manière, lorsque vous allez tomber sur les Kemtars, parce qu'ici on fait de la Kemtarologie, d'accord? Lorsque vous allez tomber sur des Kemtars qui ont tendance à raconter du pipeau, du n'importe quoi, vous aurez les arguments pour pouvoir démonter leur démarche. Parce que les Kemtars, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est tout simplement faire sortir les frères et les sœurs du christianisme et de l'islam. Donc moi, je combats cela, surtout par rapport à ma religion qui est l'islam. Je combats cela. Eux, quand ils veulent faire sortir les frères et les sœurs de l'islam, moi je leur dis restez. Car à l'extérieur, vous allez trouver rien de bon. J'étais moi-même à l'extérieur pendant 20 ans, donc je sais très bien de quoi il en retourne. Je sais très bien de quoi il parle. Et encore, j'avais un culte. Alors que eux ne proposent même pas de culte aux personnes qu'ils font sortir du christianisme et de l'islam. Ils ne proposent rien du tout. Ils proposent même pas une théologie. Ils proposent de la sorcellerie. C'est différent. C'est différent. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure religieuse. Il n'y a rien du tout. Vous voyez? Ça repose sur rien, en fait. Il n'y a pas de fondement. Ils font des cultes. Ils ne comprennent même pas les cultes. Pour la plupart, ils ne comprennent même pas aussi les cultes traditionnels africains. Donc, dans le programme de 2025, je vous ferai aussi des lives par rapport aux différents cultes africains, vu que je les connais, mais je vais surtout ponctuer sur l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, c'était des connaissances que j'ai laissées en jachère pendant un petit bout de temps, puis je me suis dit, bon, je sortirai ce type de connaissances lorsqu'il le faudra. Donc, allons-y pas à pas, petit à petit.
Ok? Donc, comme on a traité l'histoire de l'esclavage en Égypte, maintenant, vu que c'est une thématique que les Kemtars aiment souvent reprendre par rapport à l'esclavage dans l'islam ou dans les terres d'islam, il serait une erreur, mais vraiment une grave erreur pour nous les musulmans de pas traiter cette thématique-là avec notre point de vue. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas du tout dans le déni. J'essaie d'être dans la vérité historique et surtout être sincère vis-à-vis de nos ancêtres. Il y a des choses qu'on a bien faites sur le continent africain et il y a des choses qu'on a mal faites parce que nous sommes tout simplement humains. Ok? L'Afrique, c'est pas le Wakanda. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Donc, allons-y. Par rapport à cette thématique, je vais être terre à terre. Ok? Donc, effectivement, il y a certains propos qui pourraient choquer ou brusquer mes frères et sœurs en islam. D'accord? Par rapport aux propos de Malek Shebel. Donc, Boubakali, est-ce que tu fais partie de la Kemtarologie? Est-ce que tu es chez nous? Pas du tout, je suis pas du tout un Pas du Kemtar, tout? moi, t'inquiète, hein. Je te dis salam alaikum en Wa montant, je sais pas alaykoum ce que salam. Non, non, je sais que t'es pas un Kemtar, mais sur le panel, pendant mes cours, je fais que monter les personnes qui sont en Kemtarologie avec moi, donc les maraveurs et les Kemtarologues. D'accord, ok. Non, Voilà. non, Après, je frère, tu pense pourras que... monter tout à l'heure. Je te connais, hein, vu que Ouais, tu ok. participes à nos lives, y a pas de souci. Ok, ok, ça Tu marche. pourras monter tout Ça à marche, l'heure, frère. vas-y, ben, à plus tard ou quoi, Inch'Allah. Merci. Ouais, Inch'Allah, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Donc voilà, donc j'étais tout simplement en train de dire que nous, les musulmans, nous devons regarder ce pan de l'histoire, ou du moins les noirs musulmans, nous devons regarder ce pan de l'histoire avec honnêteté, sincérité, parce que ça expliquera aussi différentes situations sociales. Ne serait-ce que, voilà, cet après-midi, vous voyez, il y a mon petit frère Petit Jula qui a effectué, par exemple, un live sur la négrophobie dans les pays du Maghreb. D'accord? Donc, en faisant l'histoire sur ce type d'événement, ça explique beaucoup de choses sociologiques vis-à-vis de notre relation avec les autres peuples et envers nous-mêmes. D'accord? Parce que avant d'entreprendre des changements sur le continent africain, il faut d'abord qu'on se comprenne. Et moi, je vous le dis, hein, depuis que j'ai étudié l'histoire de notre continent, il y a eu une omerta. En fait, l'histoire qu'on vous a racontée, elle est fausse de A à Z. Par moment, elle est fausse. Par moment, notre histoire est falsifiée pour des raisons politiques et économiques. Ok? Et à d'autres moments, donc il y a des historiens africains ou non africains. Donc il y a des historiens non africains qui sont aussi de bonne foi, ok. Donc là, je reprends la terminologie de Cheikh Anta Diop, ok. Par exemple, lorsqu'il parlait de Champollion le Jeune, vous savez, celui qui a découvert la pierre de Rosette, etc., et qui a concrètement dit hein, que les anciens Égyptiens étaient des négros africains. Et juste après, Champollion Figéa qui est venu falsifier son travail, donc son grand frère, après son décès. Voilà. Donc, il y a des égyptologues, il y a des historiens non africains de bonne foi sur laquelle moi je m'appuie aussi pour effectuer une restitution historique. D'accord? Par contre aussi, il y a chez nous aussi des Africains de mauvaise foi et il y en a d'autres qui n'avaient pas de, qui ont fait des erreurs historiques. Vous voyez? Ou il y en a d'autres qui manipulent l'histoire pour établir leur idéologie. Et il y en a beaucoup des kémites, des historiens kémites qui font ça. D'accord? Donc voilà. Donc est-ce que c'est clair? Je vous ai fait un petit récapitulatif. Et donc on va commencer, Inch'Allah. Allons-y. Alors, je vais retirer la caméra. Là, comme ça, on est bon. Donc, je vous ai parlé de ce bouquin-là, hein, d'accord?
L'Égypte ancienne a-t-elle connu l'esclavage d'Abou Bakr Moussalam? On l'a vu en long et en large. Pas en long et en large, mais je vous ai fait un récapitulatif, d'accord, de ce qu'il fallait retenir. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, donc, c'est cet exercice-là avec les hiéroglyphes, hein, ce que les Kémites appellent les Médounétières, la parole du Dieu, d'accord, pour expliquer les différents termes et surtout cette notion d'esclavage. Donc, lorsque vous allez rencontrer un Kémite ou un panafricain ou n'importe quelle personne qui va dire que l'esclavage n'a pas existé en Égypte, c'est totalement faux. Allez revoir ma vidéo pour avoir l'argumentaire à ce niveau-là. Ok? Donc la dernière fois, je vous avais présenté différents bouquins que j'avais lus par rapport à l'esclavage des Noirs en terre d'islam ou l'esclavage tout court en terre d'islam. Le premier bouquin que j'avais lu à l'époque, c'est celui-ci, Jack Hirsch. Jack Hirsch, qui est un historien français, qui a travaillé, c'est le premier historien français qui a travaillé sur cette question-là. D'accord? Donc ce livre-là, il est plutôt intéressant parce que ça vous présente plusieurs perspectives, plusieurs points de vue. Et ça reste de la narration historique. Ok? Donc maintenant, j'avais lu aussi à l'époque, mais pour moi, je l'ai trouvé vraiment inintéressant, mais après intéressant pour les Kemtar, c'est celui-ci d'Otilian Jai. Voilà, le génocide voilé. Donc, non, il y a quelques parties quand même qui sont quand même intéressantes par rapport à l'esclavage dans les différents royaumes africains, mais bon, il n'y a pas forcément beaucoup de documentation historique à ce niveau-là. Donc, ça peut nous donner un aperçu, ok? Mais parmi, donc, j'ai pas lu tous les bouquins par rapport à cette thématique-là, ok? Il y a d'autres bouquins que je lirai dans le courant de l'année, Inch'Allah. Mais celui que j'ai trouvé le plus juste, même si je ne suis pas d'accord avec tous les propos de l'auteur, parce que vu que moi, j'ai étudié l'histoire africaine en tant que telle, et j'ai des notions que bien sûr l'auteur n'a pas, donc je ne suis pas d'accord avec tous ses propos, ok? Donc là, on va le revoir ensemble, hein. Donc, de toute manière, c'est un bouquin, comme vous pouvez le voir, que j'ai plutôt bien bossé, ok? Là où je ne suis pas d'accord, donc je l'ai noté sur les différentes pages et on reverra tout cela ensemble. Donc, la dernière fois, les amis, on avait vu, donc on a commencé par la première partie de l'avant-propos, hein. On a fait toute l'avant-propos ensemble, ok? Et rien que dans l'avant-propos, il y avait déjà beaucoup de choses. Et que dit l'islam de l'esclavage? Je reviens pas là-dessus. Je vais charger la vidéo ce soir ou demain, Inch'Allah. Allez sur YouTube pour voir de quoi il en retournait. Ok? Donc là, on va commencer avec directement des mots pour le dire. Ok? Donc la page 2. Là, ce que je vais faire pour faciliter la compréhension, je vais pas vous lire uniquement ce que j'ai surligné. Et bien sûr, ce que j'ai surligné, ce sont les points les plus importants pour moi. Je vais tout vous lire. Ok? De toute manière, les chapitres là sont courts. Il y a 2 pages pour ce chapitre-là. Ok? Quelques 14 siècles et demi. Donc ça, c'est un terme que vous entendez souvent dans la bouche des Kémites et des Kemtars. 1400 ans d'esclavage. Voilà. Donc on va revenir là-dessus, on va en parler. Ok? Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ensuite, la prochaine fois, Inch'Allah, on va faire noir et blanc, patati. Donc, on va avancer dans ce bouquin au fur et à mesure. Donc, je pense que vous m'avez compris. Allez, on est parti. Alors, bismillah, des mots pour le dire. Attends, je sais même pas si j'ai envoyé le live au frère Eladji, parce que Eladji, ça l'intéresse beaucoup tout ça. La famille, est-ce que vous pouvez envoyer le live à Eladji? Parce que lui, dès qu'il y a des lives de partage de connaissances, il saute dessus aussi. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Hop. 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 Voilà. Alors, on est parti. Là, je vois pas très bien. J'essaie de changer d'abord le format de l'écran. Hop. Hop. Quand je vais faire panneau. Voilà.
Là, je vois un peu mieux, mais si je lis derrière... Je vais essayer de faire ça comme ça. Dire ça comme ça. Alors, des mots pour le dire. La terminologie usitée dans le cadre de l'esclavage en terre d'islam est d'une richesse qui tranche avec l'attitude de fausse pudeur qui entoure la reconnaissance de ce que l'esclave est un être dépouillé de volonté personnelle. Vous voyez déjà la nuance? Ok? Un esclave dans le monde occidental, c'était un bien cheptel, donc un animal ou un bien de meuble. Il faut savoir que les paradigmes sont différents parce que les cultures et les civilisations sont différentes. Ok? Continuons. De sa volonté personnelle, de sa liberté et de sa dignité. Du mot abd, esclave. Ok? Et hubudiyya, l'esclavage. Abd. Donc, ça peut être traduit par esclave ou comme par serviteur. Vous voyez, les Kemtars, lorsqu'ils prennent, par exemple, ce terme-là, bak. Vous voyez ça, là. Le jabirou, c'est B-A. C'est un bilitaire en égyptien ancien. Et ici, vous avez un unilitaire qui est le K. Bak. D'accord? Ce terme-là, ça veut dire aussi serviteur. C'est ce que disent les égyptologues. Certains égyptologues comme Jules Bayet, Bernadette Menu et compagnie. Mais lorsque vous avez ce déterminatif avec le carcan en coup en Égypte antique, là, ça devient esclave. Lorsque vous avez un autre déterminatif avec un homme qui lève les deux bras, là, vous avez un serviteur. Donc, le mot bak ici, là, en égyptien ancien, a deux sens. Ok? Et ça, Ren Suninke, ma sœur ici présente, le dit souvent dans ses... Ren Suninke et Lion Rouge. Voilà, il le dit souvent dans leurs débats. Vous voyez? Donc là, comme par hasard, là, quand vous avez abd, là, ça veut forcément dire esclave, 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 alors que Abdullah, donc esclave d'Allah, serviteur d'Allah, en arabe, ça veut dire la même chose. Et ici, là, ils reconnaissent que serviteur, mais non pas esclave, alors que dans la langue hiéroglyphique, ou du moins dans l'écriture hiéroglyphique, vous avez des déterminatifs qui vous expliquent, qui précisent encore mieux le mot. Est-ce que vous avez compris? Allez, continuons. Alors, abd, esclave, ubudiyya, esclavage, dérivent les vocables voisins de ta'abud, servilité, ta'abud, servilité, d'accord? Abid, sert, mais aussi celui qui a prononcé des vœux religieux. Abid. D'accord? Donc faites bien attention à la terminologie, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut être juste. Surtout en plus, moi j'ai un petit côté que j'aime, c'est la linguistique, d'accord? Donc il faut être juste dans ce qu'on prononce. Ok? Donc abid, vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. Sert, mais aussi celui qui a prononcé des vœux religieux. Et mibada, littéralement, le lieu où l'on vénère le Seigneur, celui de la soumission à Dieu. Dans certains cas, on utilise le mot ma'aboud pour désigner spécialement l'esclave noir. Ok? Ma'aboud, ma'aboud, pour désigner spécialement l'esclave noir. Bon là, dommage, c'est pas en arabe. Parce qu'en arabe, là, j'aurais eu la bonne prononciation. Là, le lire comme ça, voilà quoi. Peut-être il y a le mime, le alif, le ba, la soukoun, d'accord. Et ensuite, le D, c'est le da normalement. Donc voilà, désolé pour la prononciation, mais si c'était en arabe, là, j'aurais bien prononcé. Ok? On va faire avec parce qu'il n'y a pas l'arabe. Alors, pour désigner spécialement l'esclave noir, tandis que mutahabad est celui qui, despote ou tyran, prétend se substituer à Dieu. Les captifs de guerre sont désignés dans le Coran par une expression ancienne, au sens assez confus. Les captifs de guerre sont désignés dans le Coran par une expression ancienne, au sens assez confus.
ce que votre main droite a possédé. Vous voyez? Donc en fait, les Kemtars, les apostats de l'islam et les islamophobes, j'ai oublié c'est quelle sourate, c'est quel verset. Mais il y a ce terme-là qui revient souvent et dans le Coran, ou du moins dans les traductions françaises, c'est noté esclave. Ma malakat el manakim ou en manuhum, ce que vos mains droites, là c'est ce que ta main droite a possédé, c'est au singulier, ce que vos mains droites ont possédé, d'accord, au pluriel. Donc je vous ai dit que c'est traduit par esclave. J'ai oublié c'est quelle sourate, c'est quel verset. Mais le contexte historique qui relatait des captifs de guerre, il y a tout un contexte là-dessus. Vu qu'à l'époque du prophète, bien entendu, il y avait des guerres, vu que les musulmans étaient attaqués. Dès que le prophète de l'islam a commencé à professer la foi en islam, d'accord? Les Quraïchites, etc., ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient pas, ils voulaient rester dans le polythéisme, à adorer leur statut. Comme font les Kemtars. Alors, sur laquelle l'exégèse est longtemps demeurée sans voix. Ok? Parce que là, vous voyez là, il y a des choses qu'on reverra dans le livre. C'est-à-dire que déjà dans la première partie, pendant toute l'histoire de l'islam, d'accord, les différents califes, ok, ont boycotté le travail des oulémas, des savants, pour des raisons politiques. Donc à un certain moment, même très tôt dans l'histoire de l'islam a été utilisé à des fins politiques, essentiellement parlant. D'accord? Donc il y a une instrumentalisation de la religion par certains califes. Et ça, il faudra le dire, parce que ça a eu un impact chez nous en Afrique. Ça a eu un impact chez nous en Afrique. D'accord? Que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, surtout l'Afrique de l'Est. Surtout l'Afrique de l'Est. Ok? Donc c'est là où, moi, je vais pas être dans le déni par rapport à cela. Je ne vais pas du tout être dans le déni par rapport à cela, parce que sinon, on n'arrive pas à expliquer la situation du Soudan, par exemple. Pourquoi le Soudan a été coupé en deux? Quelles ont été les causes endogènes et exogènes? Et surtout la causalité historique. C'est très important. Et je peux surtout pas rester dans le déni parce que ce sont des personnes qui meurent. Et en tant que musulman, il faut dire la vérité. Vous voyez? Parce qu'on est sur Terre pendant un moment donné. Ok? Et ensuite, on va rendre des comptes. Ça, c'est sûr. C'est une garantie. Hein. On va tous rendre des comptes. C'est sûr et certain. Donc, il faut dire la vérité maintenant. Vous voyez? Très important. Donc, pour le Ma Malakat Eymanukum, Eymanachim, il y a beaucoup de savants ou de califes qui ont mal fait leur taf au niveau du fiqh et de la jurisprudence pour obtenir des gains matériels. Faut le dire. D'accord? Sinon, comment ils allaient remplir leur harem? Les harems qu'ils ont tenus là. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, avait des harems? Est-ce qu'il a inventé ça lui-même? Donc, on va revoir tout cela. Sur laquelle l'exégèse est longtemps demeurée sans voix. Donc ensuite, Malek Shibel va s'expliquer là-dessus. La catégorie serve est encore désignée par 4 autres vocables. Rakik. Donc la catégorie serve, ça c'est les blancs là. Il va vous l'expliquer. Ou rik, ou istirkak. Mise en servitude. Jariya, pluriel. Jawari. Seulement pour les esclaves femmes. Donc il y a un terme en arabe pour désigner les esclaves femmes. D'accord. Ragba, selon l'usage coranique qui désigne littéralement nuque ou tête. Et goulam, utilisé uniquement pour les esclaves hommes. Ce dernier mot est surtout employé dans l'islam asiatique. Afghanistan, Inde, Bengale, Indonésie.
Vous voyez pourquoi j'ai bien aimé ce bouquin? Parce que c'est vraiment bien détaillé, hein. D'accord? Donc, il y a vraiment des terminologies pour chaque pays qui ont pratiqué. Vous voyez? Afghanistan, Inde. D'accord? Quand il y a des personnes qui comprennent pas pourquoi les Noirs sont mal vus en Inde, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont partis en Inde, réduits en esclavage. Ok? Bengale, Indonésie. Alors que l'esclave noir vivant en Arabie ancienne est en Irak est nommé d'après la couleur de peau Zenji ou Aswad. Vous voyez? Donc Zenji, effectivement. Donc je pense que vous connaissez la révolte des Zanj. Pour les personnes qui suivent mes lives, ou pour les personnes qui suivent les lives du frère Shakilo El-Haq et compagnie, ils en parlent. Et Aswad, donc ça c'est la couleur de peau, hein, qui veut dire noir, 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 bien noir. Ok. Voilà, donc il a mis entre guillemets, hein, noir. Ok, c'est clair? Alors, il est très probable que le terme Zanj soit une contraction de Zanzibar, un nom arabe de Zanzibar. Quant au terme Assir, pluriel Asra, Khadam et Dada, ils sont utilisés respectivement pour nommer les prisonniers, les domestiques et les nourrices. Enfin, dans une acceptation un peu parallèle, on connaît le mot Mamlouk, littéralement posséder ou asservir, pour identifier une classe supérieure dans le cadre de la servilité. La dynastie égyptienne des Mamelouks était composée d'esclaves, du palais et de vizirs ayant chassé leurs maîtres. Ok, je crois que c'est les Fatimides. Auparavant, ils formaient une puissante classe d'esclaves affranchis, possédés par les démons, se dit également Mamelouk ou Maskoun, habité, hanté. Le vocabulaire populaire de la servitude est très riche. Il englobe tous les parlers locaux, les idiotismes et les sobriquets. Au XIXe siècle, Édouard Gasselin, auteur du dictionnaire français-arabe 1886, consacre une longue entrée au mot esclave. Il y dénombre une trentaine de synonymes. La somme cumulée de tous les codes linguistiques montre que l'esclavage était non seulement acclimaté dans les terres d'islam, mais qu'il est de surcroît resté intégré à l'imaginaire. Il est un autre détail qui doit nous alerter sur l'approche islamique du phénomène de l'esclavage. Il est un autre détail qui doit nous alerter sur l'approche islamique du phénomène de l'esclavage. D'accord? Différence paradigmatique. Faites attention à ça. Ok? Il y a l'Occident et il y a l'Orient. L'Asie, l'Afrique. Les approches ne sont pas les mêmes. Mais les Kemtars mélangent tout. Il s'agit de l'évaluation morale des métiers en terre d'islam. Si l'on en juge par l'étude menée par Robert Brunswick, les métiers vils en islam, on constate avec consternation que le commerce d'esclaves n'est pas inclus dans les métiers dits de basse moralité. Donc, que le commerce d'esclaves, vous voyez, ça c'est déjà une première erreur, hein, que le monde arabe et le monde musulman a effectué. Le commerce d'esclaves, donc c'était un métier, d'accord, qui n'était pas de basse moralité pour eux. Donc là, on a vu dans la première partie tout ce que le prophète disait vis-à-vis de cela. Parce que déjà, en islam, comme vous le savez, il est interdit de réduire en esclavage un homme libre. C'est interdit. Ça a été fait. Et cela, il faut en prendre conscience et connaissance. Ok? Parce que ça continue de sévir sur le continent africain. Continuons. De fait, les anciens théologiens décrètent facilement
que tel ou tel métier manuel est vil. Ainsi, ventouseur, sacrificateur, phlébétomiste, je sais pas ce que ça veut dire, tisserand, marchand de linceul, coiffeur, tanneur, cordonnier, mais se refuse à inclure parmi eux le commerce d'esclaves. L'explication que l'on peut en donner tient au fait que les souverains eux-mêmes sont esclavagistes. Par conséquent, ils font appel au service de marchands d'esclaves que leur fournissent le quota qui les intéresse. Ni l'autorité publique, ni l'instance religieuse, ni l'autorité publique, vous voyez, ni l'autorité, donc là on n'est pas du tout en islam, hein. Mais c'est pas grave, ni l'autorité publique, ni l'instance religieuse n'ont rien trouvé à y redire une faute gravissime. Retenez bien ça, hein. Surtout le monde noir africain, surtout l'Afrique de l'Est, parce qu'ils se sont permis d'effectuer des choses ignobles en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Mais ils n'ont pas pu le faire en Afrique de l'Ouest parce que les forces présentes, les empires présents étaient trop puissants. Ils ont tenté, mais ils ont échoué. Par rapport aux différents bouquins, j'avais fait des vidéos là-dessus, là, par rapport à ce que dit Cheikh Anta Diop et d'autres auteurs. Mais par rapport à la recherche historique actuelle, les dernières preuves archéologiques nous ont montré qu'en fait, l'attaque des Almoravides sur Ghana est un mythe. Voire même l'attaque des Omeyyades sur Ghana aussi est un mythe. Que ça n'a jamais existé. J'ai fait la vidéo. Je vous ai mis les preuves archéologiques. Donc ils n'ont jamais mis les pieds en Afrique de l'Ouest. Certes, en Afrique de l'Ouest, la conversion à l'islam s'est effectuée par les Africains eux-mêmes. D'accord ? Mais ce n'est pas du tout le cas en Afrique de l'Est. Et en Afrique australe. Surtout en Afrique australe. Et en Afrique de l'Est. Là, ça a été autre chose. D'accord ? Parce que l'histoire de l'Afrique, elle est plurielle, hein. C'est pas une histoire monolithique. Pas du tout. Ok ? Donc retenez bien ça. Retenez bien ça. Et là, je vais plus m'adresser même à mes frères et sœurs musulmans. D'accord ? Parce que quand vous allez débattre avec les Kemtas, il faut que vous ayez vraiment à disposition, et les Kémites, et certains panafricains, et les falsificateurs de l'histoire aussi. Voilà, moi je vous donne vraiment, je me base vraiment sur la véracité historique. De cette manière, vous allez pouvoir vraiment bien mettre en place votre argumentaire pour les débatteurs. Vous avez compris ? Parce que si je vous mens, les Kemtas vont voir ça. Ils vont vous attraper. Alors que, si je vous dis la vérité tout de suite, vous ne serez même pas étonné et c'est de cette manière-là que vous allez construire votre argumentaire. Est-ce que vous comprenez la famille ? Ok ? Donc voilà. Je lis l'auteur. Malek Chebel, au passage, il est islamologue. Hein. Ok ? Je précise ici que moi, j'effectue uniquement de l'histoire. Hein. Je ne rentre pas dans le dogme de religieux, etc. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, bien au contraire. Mais je pense que pour les problématiques et la question africaine, il y a des choses qui sont plus importantes. Et après, chacun son domaine. Ok ? Moi, mon domaine, c'est celui-ci. Donc, je vous donne la documentation historique. Et je m'en tiens qu'à ça. Et ensuite, chacun fait son propre jugement. Alors, ni par conséquent, j'en étais où ? Je parle tellement là ce soir. L'explication que l'on peut en donner, tant au fait que les souverains eux-mêmes sont... Non. Alors on revient ici. Si l'on en juge par l'étude menée par Robert Bonjvich, les métiers vils
En islam, je me répète encore, on constate avec consternation que le commerce d'esclaves n'est pas inclus dans les métiers dits de basse moralité. De fait, je tiens à préciser qu'en Afrique noire, oui, dans toute l'Afrique noire, hein, dans toute l'Afrique noire, il n'est jamais venu à l'esprit des Noirs d'effectuer un commerce. Donc quand je parle d'un commerce, c'est avoir les personnes, mettre les prix, etc. Ou bien auparavant, avoir des trocs, effectuer des marchés de rencontres pour acheter, etc. Hein. C'était pas... Mais on va revenir là-dessus, d'accord? Ok? C'était pas un métier, en fait. Vous voyez? Il y avait des captifs de guerre. Qu'est-ce qu'on en fait des captifs de guerre? Soit on les tue, soit on les sacrifie aux divinités. Il y avait ça. D'accord? Soit on les tue, on les sacrifie aux divinités, ou on va demander des rançons. Et ensuite, lorsque les Noirs ont été en contact avec le monde extérieur, ils ont vu ce système-là. Et là, ils ont commencé à faire. D'accord? Mais ils ne connaissaient pas ce... D'un point de vue endogène, ils ne connaissaient pas ce système-là. OK? Ou bien ils avaient des serviteurs. Donc, chez nous, en Afrique de l'Ouest, c'était effectivement ce qu'on va appeler les Djons, les Romés, etc. Donc, c'était une classe sous un système, c'est comme un système de féodal. Bon, t'es esclave, tu dois servir toute ta vie. Mais par contre, on va pas en faire tout un commerce. En fait, l'état d'esprit était complètement différent et les moyens mis en œuvre étaient différents. On va voir tout ça plus tard, lorsqu'on va étudier le livre de Joseph Kizerbo, donc l'Afrique noire, l'histoire de l'Afrique noire. Ok? Alors, de fait, les anciens théologiens décrètent facilement que tel ou tel métier manuel est vil. Ainsi, ventouseur, sacrificateur, phébotobiste, tisserand, marchand de linceul, coiffeur, tanneur, cordonnier, etc. Mais se refusent à inclure parmi eux le commerce d'esclaves. L'explication que l'on peut en donner tient au fait que les souverains eux-mêmes sont esclavagistes. Vous comprenez? Quand même, il faut que je le surligne. Alors, l'explication. Ici, là. Est-ce que vous comprenez l'affaire, là? Pourquoi ils ont été laxistes là-dessus? Parce qu'à cette époque-là, c'est simple. Hein. Si tu respectes pas les règles, tu te fais couper la tête. Hein. Ils vont même pas chercher midi 14h. Hein. Ils aimaient bien ça, hein, couper les têtes. Hein. Attention. Hein. L'explication qu'on ne peut en donner tient au fait que les souverains eux-mêmes sont esclavagistes. Par conséquent, ils font appel au service de marchands d'esclaves qui leur fournissent le quota qui les intéresse. Ni l'autorité publique, donc ils n'ont rien foutu à ce niveau-là. Ils n'ont rien foutu. Ni l'autorité publique, ni l'instance religieuse. Et ça a commencé très tôt, depuis les Omeyyades. Hein. Depuis que, comment il s'appelle? Muawiyah, le fils d'Abu Sofyan, ennemi du prophète de base, a pris le pouvoir. Donc les Omeyyades, de mémoire, c'est 750. Hein. 750-850, les Omeyyades. C'est pour ça qu'en islam, il y a certains savants de l'islam qui disent après, bon, les frères qui s'y connaissent mieux que moi, ils vont dire les califes bien guidés, les califes mal guidés, patati patata là. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et ça, c'est à savoir, ça. Mais c'est vraiment à savoir parce que ensuite vous allez comprendre dans quelle situation les Noirs sont perçus à travers le monde et surtout le Noir africain. Et pourquoi c'est à savoir? Parce qu'il y a des morts. Il y a des morts.
Et vous ne pouvez pas rester dans l'ignorance à ce niveau-là. Ou du moins, moi, je m'interdis de vous laisser dans l'ignorance à ce niveau-là. Parce que tout se paye. Quand tu as un savoir, surtout en islam, tu le partages. D'accord? Très important de savoir cela. Là, la famille, tapoter, partager, hein, c'est un live très important. Non seulement il y a des morts sur le continent africain, mais en plus les Kemtars avec leur boulot à la con font apostasier des frères de l'islam. Donc déjà c'est une mort physique et une mort éternelle. Faut pas rigoler avec ces histoires-là. Faut pas rigoler. Non, mais hey, faut pas rigoler avec ces histoires-là. Hein. Faut bien expliquer les choses aux gens. C'est une responsabilité, c'est un devoir. Pour toutes les personnes qui suivent ce live, c'est votre devoir. Il y a des personnes qui sont encore en esclavage en Afrique. On tue des Noirs un peu partout dans le monde, dans les pays du Maghreb, sur le continent africain, sur d'autres Africains qui tuent d'autres Noirs. D'accord? Il y a ça aussi, il faut le dire. Il ne faut pas toujours incriminer les autres. Nous aussi, on a nos problèmes. D'accord? Et derrière, sur TikTok, vous avez les Kemtars qui vont manipuler cette histoire-là, qui vont faire haïr l'islam, parce qu'ils vont dire c'est l'islam. Regardez comment ils se sont comportés, patati. Ils vont prendre le mauvais comportement des musulmans pour dire mais c'est l'islam. Les gens vont apostasier et ensuite ils vont se retrouver en enfer bêtement. Parce que derrière, ils vont faire des dingueries. Ils vont commencer à associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont faire des dingueries. Donc ce sont des gens qui appellent au feu. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, donc là je vous ai donné 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas rigoler avec ces histoires-là. Vous avez compris la famille? Continuons. Ni l'instance religieuse n'ont rien trouvé à y redire, les maîtres du pays eux-mêmes se livrant à ce trafic. Les auteurs arabes attribuent à tous les esclaves germains, circassiens ou nordiques, une origine slave. Le mot esclave lui-même dérivé de Saklabi, ainsi que le montrent les historiens de la langue. Charmois, mémoire de la relation de Massoudi, tome 2. Al-Massoudi, c'est un grand savant arabe. Des mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, 1835, page 370. Continuons. Et suivant. Plusieurs auteurs sont enclins à dire que l'usage du mot pourrait remonter à la guerre qu'Othon le Grand conduisait face aux Slaves. Dans la foulée, de nombreux guerriers slaves furent capturés et réduits en esclavage, d'où l'équivalent slave égale esclave. Est-ce que vous avez compris? D'accord, l'historique de ce mot-là, hein? Ok. Esclave vient de slave. Ok. Qui remonterait au Xe siècle. Ainsi, à la suite de guerres et de razzias, une grande partie de la garde prétorienne des émirs et des califes de Cordoue et d'Ispahan se composait de Saklabi. Il en avait beaucoup, mêlés aux Sarrasins de Sicile, notamment à Palerme, où un quartier portait leur nom. On en remarquait également en Égypte, en Turquie, en Syrie et en Mésopotamie. Certains Saklabis étaient quelquefois investis de fonctions importantes, tandis qu'une infime minorité d'entre eux accédait aux plus hautes sphères de l'État. C'est ainsi qu'il faut expliquer les nombreux passages de chroniqueurs arabes où il fait mention de Saklabi qui, sans cela, sont inintelligibles. Le domaine de la sémantique arabe étant anobli par l'apport coranique et par la poésie, les mots pour dire la servitude, celle du croyant à Dieu, celle de l'esclave à son maître, sont si nombreux qu'une thèse d'université n'arriverait pas à les répertorier tous. Car l'arabe, il faut ajouter le turc,
le persan, l'ardou, le bengali et toutes les langues africaines. Vous avez vu? Le lecteur trouvera à la fin de ce livre un index des mots les plus usités dans le domaine dont l'arborescence va de la piété jusqu'à l'impiété, de la servitude amoureuse plutôt douce à l'asservissement à des négriers cyniques qui, eux, manquent cruellement de poésie. Donc le glossaire, effectivement, je l'ai étudié aussi. On va voir tout cela ensemble. Très, très, très intéressant. Très intéressant. Voilà, vous l'avez ici, hein. Non, là, c'est... parce qu'à la fin du livre, vous avez toute la partie historique. Donc, par rapport à l'esclavage. Très intéressant. Donc, il a également fait un travail, non pas seulement sur le monde arabe, mais sur l'histoire de l'esclavage en règle générale. Ok. Et voilà, ici, là. Esclave illustre, esclavon, eunuque, concubine. Vous avez même les noms de certains esclaves. Illustre, esclavon, concubine, eunuque, etc. Donc, on pourra vraiment bien étudier tout cela dans les détails. Donc, chronologie. À la fin du bouquin, effectivement, vous avez la chronologie universelle de l'esclavage. Ok. Et ensuite... Donc après, tout ça, c'est sa bibliographie. Je passe, je zappe. Je voulais vous montrer l'index général et le vocabulaire usité et employé. C'est peut-être avant. Alors, c'est aux bibliographies. Bon, je vous montrerai à l'occasion. D'accord. Là, on perd un peu de temps. Allez, continuons la lecture. Alors, des mots pour le dire, ça c'est fait. Alors, on passe maintenant ici. Alors, 14 siècles et demi. Ok. Je pense que je vais mettre comme ça. Comme ça, j'arriverai. Je vais essayer de lire à travers l'écran. Alors, l'histoire de la mise en servitude. Ouais, là, je vois un peu mieux. L'histoire de la mise en servitude, hier et aujourd'hui, dans les terres d'islam nécessite une plongée dans les temps obscurs. Il nous faut interroger pour cela les moments de crise et de doute que traversera l'islam au long des siècles, mais aussi remonter le fil du temps jusqu'à la période antérieure à l'islam. Ok. Les anciens Arabes qui avaient une connaissance parfaite de l'esclavage, donc là, comme vous pouvez le voir, ils pratiquaient déjà l'esclavage avant même l'arrivée de l'islam, hein, c'était bien connu, hein. D'accord. Déjà en Asie et déjà par d'autres peuples. Là, je vous retourne au roi d'Hammurabi, hein, qui a constitué le premier code esclavagiste, donc ce qu'on appelle le code d'Hammurabi. Ok. Et on a en moins 1000... Ah, j'ai oublié pour la périodicité, mais allez voir sur... J'ai pas envie de raconter de bêtises. Allez voir le code d'Hammurabi, d'accord? Tout de suite, là, sur... Comme je sais que les Kemtars aiment bien ChatGPT, tapez ça sur ChatGPT, vous allez nous donner la date en bas. Alors, il nous faut interroger pour cela, donc ça c'est lu, les ancêtres arabes qui avaient une connaissance parfaite de l'esclavage pratiquaient un type de traite que l'on peut appeler endogène, sans être pour autant autochtone. Elle était calquée sur le modèle de Rome et d'Athènes, mais le degré de connaissance des anciens Arabes dépassait le seuil de l'information commune. À supposer que l'esclavage soit né avec les premières civilisations humaines, il ne pouvait voir le jour hors du triangle situé en Mésopotamie, Égypte et Grèce. De ce fait, non seulement les Arabes bédouins étaient informés du fonctionnement de la traite, au sens où elles étaient surtout liées aux luttes entre tribus, les razzias, mais les grandes familles commerçantes
suivait avec passion le cours des ventes d'esclaves. Lorsque l'islam fut révélé au prophète, il put rapidement s'adapter à la doctrine mahomédienne, selon laquelle le musulman ne peut être mis en esclavage par un coreligionnaire. Autant, et ça ils l'ont pas respecté ça, hein. Surtout en Afrique noire, hein. Ils l'ont pas respecté ça, hein. Et jusqu'à ce jour, ils continuent de le faire. Au temps où l'Andalousie était musulmane, plus particulièrement à partir du XIe siècle, un corps militaire composé de soldats noirs, des esclaves donc, fut constitué vers 950 par Abd ar-Rahman. 950, c'est abbasside. Nassir, littéralement le conquérant. Leur vocation était claire, défendre leur maître au péril de leur vie. Ils étaient peu nombreux au regard de ce qui existait dans le reste de l'empire musulman. Et leur puissance ne s'est jamais vraiment épanouie. L'idée du souverain, comme celle de ses successeurs Al-Hakim II Al-Mustassir, au pouvoir entre 961 et 976, ou plus tard Al-Mansour, était de les cantonner à des tâches subalternes. A contrario, les esclaves slaves, tout aussi présents à la cour du sultan, étaient mieux considérés, vous voyez? Donc déjà, il faisait une différenciation entre les esclaves noirs et les esclaves blancs. D'accord? Donc, les frères et sœurs noirs, ne vous étonnez pas pourquoi on vous regarde d'une manière bizarre lorsque vous allez dans leur pays. C'est ancré, c'est leur histoire ça, c'est ancré. Ne vous posez même pas 10 000 questions. C'est comme ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut en informer. Il faut informer les gens. Les esclaves noirs n'eurent leur heure de gloire qu'à la bataille de Zalaka, le 23 octobre 1086, remportée par l'armée musulmane au détriment du roi Alphonse VI sous la direction du général berbère Youssouf ibn Tashfin, mort en 1106. Donc ça, c'est l'armée almoravide, hein, ok? Premier souverain de la dynastie almoravide, voilà, c'est noté. Ils réussirent à percer les rangs ennemis sans jamais tirer un avantage quelconque de leur effort. Au fond, là, donc l'Afrique de l'Ouest, etc., était déjà islamisée depuis longtemps. Je vous rappelle que l'Afrique de l'Ouest est islamisée en 666, pour être exact, hein, d'accord? Donc depuis déjà 5 ou 6 siècles. Au fond, l'image du noir en Espagne est similaire à celle qui était alors la sienne au Maghreb. Ok. Comparativement, les esclaves chanteuses et les concubines blanches comme noires trouvent un meilleur accueil auprès des souverains et des émirs arabo-andalous. Donc l'Andalousie, etc., c'était l'Espagne, l'ancienne Espagne. Des poètes connus comme Ibn Zaydoun, mort en 1134, vont jusqu'à se lier à celle... Mince, faut que je fasse ça. Donc, trouve un meilleur accueil auprès des souverains et des émirs arabo-andalous. Des poètes connus comme Ibn Zaydoun, mort en 1134, vont jusqu'à se lier à elle et chantent leur appât au point de susciter la jalousie des femmes libres. L'un des cadeaux les plus prisés dans toutes les cours musulmanes, aussi bien en Orient qu'en Occident, est l'esclave chanteuse, Jariya Muganiya, la danseuse, Rakissa. Toute femme jouissant d'une grâce physique, alliée à un savoir. Le tisser Youssouf ibn Tashfin, dont j'ai parlé plus haut, que l'on suppose croyant, au point d'être ascétique et tenant fermement à sa foi, n'hésitait pas à faire don de femmes au sultan andalou, avec lesquels il souhaitait faire alliance. Voilà. On interrogea, il y a beaucoup de femmes noires qui se sont retrouvées dans ce cas de figure. Hein. Beaucoup. On le verra plus tard. On interrogea Ibn Abi Zaïd, mort en 996, sur le point de savoir si le maître d'une esclave chanteuse pouvait s'enrichir légalement en défalquant pour lui une part des bénéfices qu'elle recevait en récompense pour son art, soit dans les cérémonies du palais et les fêtes populaires, soit comme pleureuse aux enterrements.
Continuons. Avant la grande traite du XVIIIe et XIXe siècle, qui fut quasi exclusivement africaine, les centres d'approvisionnement en esclaves étaient situés au nord et à l'est. D'un côté, l'Anatolie et les Balkans, et de l'autre, la Chine. Les routes privilégiées des marchands d'esclaves étaient celles qui reliaient les steppes eurasiennes en passant par la Crimée, Byzance et la Phénicie. Plus tard, ces mêmes routes... Bon, dommage, j'ai pas mon ordinateur, sinon j'allais vous mettre une carte. Parce que moi, j'aime bien travailler avec les cartes aussi. Plus tard, ces mêmes routes seraient empruntées par les marchands arabes pour asseoir et faire fructifier leurs négoces. Ce commerce écrit par M. Reynaud prit surtout de l'extension après que la Syrie, l'Égypte, l'Afrique et l'Espagne furent tombés au pouvoir des Sarrasins. L'on sait que de tout temps, l'esclavage a subsisté chez les Arabes et que parmi ce peuple, les travaux les plus pénibles, particulièrement les travaux mécaniques et ceux de l'agriculture, sont mis à la charge d'hommes privés de leur liberté. À la vérité, d'après la législation musulmane, l'esclavage ne laisse après lui aucune marque d'infériorité. Et l'esclave qui fait preuve de capacité ou que la fortune favorise parvient au même emploi que l'homme libre. Vous avez compris? Ça, c'est une notion aussi à prendre en compte. Parce que dans le monde, dans le monde musulman, ta classe sociale, tu pouvais être considéré comme esclave, mais travailler comme un homme libre. Et avoir autant de droits qu'un homme libre à certains moments. Donc c'est même apparenté à certaines périodes, à certaines époques plutôt, et dans certains lieux, c'était apparenté au salariat, parce qu'il y avait même des esclaves. Lorsqu'ils avaient le niveau des oulémas, là, du fikr, eh bien, ils étaient considérés comme tels. Mais par contre, ils avaient un statut d'esclave. Et plus tard, on verra, il y a même des esclaves qui achetaient d'autres esclaves. D'accord? Dans le commerce triangulaire occidental, c'était pas ça. Est-ce qu'il y avait un noir américain esclave qui pouvait travailler et lui-même acheter d'autres esclaves? J'ai juste un peu étudié l'esclavage occidental. J'ai plus me replonger là-dessus dans les détails. D'accord? Parce qu'il serait intéressant de faire un comparatif. Ok, donc l'usage de vendre aux Sarrasins des captifs et des enfants de l'un et de l'autre sexe se propagea de très bonnes heures. Invasion des Sarrasins en France, page 239. Les marchands allaient acheter les esclaves germains et slaves sur les côtes d'Allemagne, à l'embouchure du Rhin, de l'Elbe et du Danube. Grâce à Ahmed ibn Fadlan, Xe siècle, auteur d'une relation de voyage Risala, chez les Bulgares de la Volta, on connaît l'intérêt que Muqtadir, Xe siècle, calife abbasside de l'époque, portait à cette région semi-désertique, qui était alors habitée par des Khazars, des Bulgares, des Géorgiens et des Turco-Mongols. Bref, des peuples regroupés chez les Arabes, sous la domination de Sakaliba. Donc tous les esclaves blancs, donc les esclaves leucodermes, étaient appelés des Sakaliba. Ok, ça c'est une chose à retenir. On en trouvait aussi sur les bords de la mer Adriatique, ainsi que l'a noté Constantin Porphyrogénète de l'administration de Administratione Imperiti dans Banduri Imperium Oriental, et sur les côtes de la mer Noire, où, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les peuples de la Circassie et de la Géorgie passaient pour échanger leur progéniture contre une certaine somme d'argent. Voilà ce que faisaient les leucodermes. Vous voyez, quand il y a des leucodermes qui disent « Oui, mais les Noirs, vous avez vendu mon propre frère noir », eux-mêmes aussi, ils ont vendu leurs enfants aux Arabes. D'accord? Ils ont vendu leurs enfants. Donc c'est la raison pour laquelle les Noirs, ils sortaient de ce lycée où
apprenez votre histoire. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de... Peut-être si vous avez des complexes dans vos têtes, il y a beaucoup de complexes qui vont sauter de votre tête. Hein. Il y en a beaucoup. Et le fait que les Kemtars et que certains kémites là, ça joue sur la souffrance des Noirs, nanani, nanana, pour vous faire sortir de vos religions ou pour servir leur idéologie là, le kemtarisme. En fait, ils vous réduisent. Souvent ça, on vous le dit, hein, les amis. Ils vous rabaissent. Alors qu'il y a d'autres peuples de l'humanité qui ont connu ça. Papa Blanc, il a vendu ses enfants aux Arabes. Lui-même, c'était un esclave. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le voyez en train de chialer? Non. Lui, tout ce qu'il fait, c'est... Il vient nous marave. Hein. Il vient nous marave. On est tous passés par là. D'accord? Donc, il faut sortir de ça. Voilà l'objectif aussi de mes lives. Salut, Frangin Caizano. Il faut sortir de ça. Parce que ça, c'est des croyances limitantes. Comme disent les psychologues, je sais pas quoi là. C'est des croyances limitantes. Vous croyez quoi? Ici, sur cette terre, d'accord, dans ce bas monde, c'est un monde de défis. Et c'est un monde de dominant-dominé. C'est soit tu domines ou soit tu te fais dominer. D'accord? C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc soit tu prends ton destin en main, tu te responsabilises, d'accord? Et tu sais que tu sécurises ton environnement, les tiens, et t'avances. Ou soit tu vas te faire marave par les autres. C'est comme ça. Continuons. Le deuxième bassin est maghrébin. En effet, la campagne d'islamisation au Maghreb au 7e et 8e siècle fut rude et sans concession pour les perdants. Aussi, dès les premières victoires musulmanes, assista-t-on à une traite ponctuelle de montagnards enrôlés par des armées musulmanes. Certains acquirent un statut de captifs de guerre, d'autres furent envoyés vers les centres de tri et de revente. Ouais, parce que c'était un système bien ficelé. Situé dans les pays centraux de l'islam arabe, l'Égypte, Syrie, Irak, Arabie. Voilà. Donc ils ont attrapé des leucodermes, des blancs, ils les ont envoyés dans les centres de tri, patati. Ils les ont même castrés, hein, parce que quand on parle des eunuques, il n'y avait pas que des noirs. Hein. Vous croyez quoi? Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire? Alors, je vais un peu accélérer la lecture. Non. Comme ça, après, je pourrais ouvrir le live parce que je fais un cours pendant 1 heure et demie. Ensuite, je vous laisse la parole. Alors, mais le plus grand bassin de production d'esclaves fut alors sans aucun doute l'Afrique orientale. Voilà, l'Afrique de l'Est. Vous comprenez? La conjonction de deux facteurs, la pauvreté de ces populations et leur paganisme antérieur à l'islam, accélère leur mise en servitude. Donc, comme ils ont trouvé là-bas, donc les musulmans ont trouvé là-bas des noirs animistes, donc ils en ont profité pour les rasier, leur faire la guerre et pour les mettre en esclavage. Le but, d'un point de vue historique, c'était pas de leur apprendre l'islam, hein. C'est voir même dans le livre. Quand on va continuer d'avancer dans le livre, Malek Chebel va donner les raisons. Progressivement, les Noirs de l'Afrique de l'Est vinrent satisfaire la demande de plus en plus forte dans les villes et les garnisons de l'islam. Cette source d'approvisionnement présentait de nombreux avantages. Outre le fait qu'elle était moins onéreuse, elle garantissait aux seigneurs une servitude docile, peu encline aux troubles et à la contestation. Les négriers arabes s'occupaient évidemment de l'ensemble de la chaîne, de l'achat au portage et à la vente dans les différentes places autour de la Méditerranée et au Proche-Orient. C'est ce que je vous disais, le réseau, la chaîne de fabrication d'esclaves, parce que c'est ça, hein. Tu prends un homme libre,
et tu le réduis en esclavage. Donc c'est une chaîne de fabrication d'esclaves. Et était ficelé et on retrouvait toujours les mêmes gars. Vous comprenez? Il sélectionnait les individus dans les comptoirs d'Afrique orientale, notamment à Zanzibar. On le verra plus tard à travers les cartes. Et sur la côte Swahili, de l'arabe Sahil et Sahili, côte et côtier pluriel, Sawahili, mais aussi au Soudan, en Nubie et en Haute-Égypte. Ensuite, il les ramenait vers le delta du Nil, où il les parquait en attendant d'éventuels acheteurs. Une fois par semaine, une partie de ces esclaves était exposée dans le souk d'esclaves le plus proche, promis à des commanditaires de la haute administration kédivale. Les meilleurs éléments, je lis lentement, comme ça rentre bien dans vos esprits. Les meilleurs éléments se retrouvaient dans de grandes demeures. Les plus chanceux évitaient les travaux pénibles, la mine, les plantations, le percement de voies ou la construction de barrages. Une petite catégorie seulement se retrouvait à servir dans les vrais palais. Durant les années fastes, de simples commerçants pouvaient, moyennant quelques centaines de dinars, briller dans la société en exhibant leurs esclaves zanj, donc leurs esclaves noirs. Donc ils se baladaient avec des noirs. Plus ils avaient des noirs derrière eux, et plus ils étaient reconnus comme puissants. Parce que c'était de la monnaie. De la monnaie. Voilà, c'est comme ça qu'on mesurait ta puissance. Parfois, les esclaves sont présentés comme de simples prisonniers de guerre ou des domestiques, à de telles enseignes que les auteurs des XVIIIe et XIXe siècles ne font aucun rapprochement avec la traite négrière qui battait alors son plein. Les contes des Mille et Une Nuits scellent le passage entre le sacré et le profane, et d'une certaine façon, entre l'ancien et le nouveau monde. Ces contes anonymes, datant du Xe siècle, condensent et illustrent avec force détail les rapports d'assujettissement, les petites gens aux puissants, donnant ainsi un aperçu de l'architecture sociale au temps des grands abbassides. Pour meilleurs qu'ils soient, ces contes sont peuplés d'esclaves, abides ou zounouches, pluriel de zanj, auxquels on octroie divers statuts, pages, concubines, eunuques, domestiques, gardes, hommes à tout faire, masseuses, nourrices, chanteuses, coiffeuses. De la première page à la dernière, il n'est question que de ces petites mains de couleur blanche ou noire, ou circassiennes, ou des maghrébines. D'accord? Des éthiopiennes, ou des byzantines, des nubiennes ou des persanes, tous. Tous. Ça me fait penser à l'autre Kemtar, là. Vous êtes des voyous, la bande des voyous, tous. Les mille et une nuits, comptant leur univers, avant de parler du roi Véléter, Shahriar, et de sa muse, Sherazade. Toutes les grandes nations de l'époque étaient représentées par leurs captifs. La douceur de la vie à Bagdad, ainsi qu'elle est relatée par la fameuse Sherazade, aurait largement été entamée si la cohorte des esclaves n'avait pas été là pour atténuer les rigueurs d'une vie collective parfaitement inégalitaire et veiller jalousement au confort des puissants, si l'on en juge pour la première édition des Mille et Une Nuits, qu'Antoine Galland traduisit au tout début du XVIIIe siècle, et qui est sans doute la plus achevée sur le plan littéraire. On se rend vite compte que le personnage de l'esclave, qui n'a pas d'histoire en propre, traverse toutes les histoires sans exception. Les brefs échantillons que voici, extraits d'une autre traduction, celle de Madrus, montrent que l'esclave, au temps des Abbassides, surtout le noir, était employé à toutes les tâches, y compris sexuelles.
Mais il fut dans un extrême étonnement de voir que dans cette compagnie, qui lui avait semblé toute composée de femmes, il y avait 10 noirs qui prirent chacun leur maîtresse. Même les femmes arabes, elles avaient leurs petits négrillons comme ça. Et ça, on ne le dit pas, hein. On ne le dit pas, ça. On vous cache. Il n'y avait pas que les hommes qui avaient leur harem. Ok. La sultane, de son côté, ne demeura pas longtemps sans amant. Elle frappa des mains en criant « Mais Saoud, mais Saoud !» Et aussitôt, un autre noir descendit, du haut d'un arbre. Voilà. Image d'animalité. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez pourquoi, par exemple, il y a un musulman là qui s'appelle Islamoboba. Il y a le frère Rico qui a fait un live dessus. Comment il a insulté son propre frère noir Haroun, de singe, de cri de singe. 2025. Vous comprenez? C'est culturel. Non, mais moi, de toute manière, moi, Bakem, vous me connaissez, je dis toujours la vérité. Et j'en ai rien à foutre. Parce que je ne crains que mon créateur, Allah. Tout le reste, non, j'en ai rien à foutre. Voilà la vérité. Lisez. C'est pour ça, moi, je ne parle jamais dans le vent. Dès que je fais un live, je vous montre le livre. Déjà étudié par mes soins, vous-même, vous lisez. Maintenant, on peut être d'accord ou pas d'accord. Ce n'est pas grave. Mais au moins, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, moi, je ne débat pas avec vous. Rapportez des sources contradictoires. Parce que moi, là, c'est ça qui parle. Voilà. Des sources contradictoires. Si vous n'avez pas de documentation à me présenter, je ne parle même pas avec vous. Vous allez me faire perdre mon temps. D'accord? Ok? Donc vous voyez, quand vous apprenez les choses, ça explique beaucoup d'éléments que nous rencontrons aujourd'hui, hein, en 2025. Continuons. C'est là. Et aussitôt, un autre noir descendit du haut d'un arbre, image d'animalité, et courut à elle avec beaucoup d'empressement, l'histoire des deux rois. Il vit au milieu du cercle formé par les marchands, par les courtiers et les acheteurs, une jeune esclave blanche d'une élégante et délicieuse tournure, une taille de 5 palmes et des roses comme joues, et des seins bien assis, et qu'elle derrière. Voilà. Homo, ça c'est leur poème, hein. Ça c'est leur littérature. C'est leur littérature. Dans la littérature est très importante parce que c'est là, la littérature est révélative de l'imaginaire du peuple ou de l'inconscient collectif du peuple. Est-ce que vous comprenez? Continuons. Au mot de pomme et d'esclave, le grand vizir Jafar fit un cri de surprise mêlé de joie, et mettant aussitôt la main dans le sein de sa fille, il en tira la pomme. Il fit appeler l'esclave Rian, qui n'était pas loin, et lorsqu'il fut devant lui, « Maro, lui dit-il, où as-tu pris cette pomme ?»« Seigneur, répondit l'esclave, je vous jure que je ne l'ai dérobée ni chez vous, ni dans le jardin du commandeur des croyants. » Un esclave vint, et avant d'ouvrir, elle demanda qui frappait. « Dites à votre maître, répondit Noureddin, que c'est Noureddin, fils du feu du vizir Kassan. » L'esclave ouvrit, l'introduisit dans une salle et entra dans la chambre où était son maître, à qui elle annonça que Noureddin venait le voir. Pour l'arrière-fond mnésique, rappelons aussi les contes et historiettes que nos grands-mères arabes ou berbères apportaient sans penser à mal. Car tout récit légendaire a son pendant dans la réalité. Ces contes ne sont pas seulement des produits de l'imagination collective,
Ils réveillent chez leur auditeur le fond inconscient, c'est ce que j'étais en train de dire, qui repose dans les fibres de la langue. Parfois, elles sont truffées d'informations sur la vie sociale, y compris lorsque l'assujettissement, des uns et des autres est patent. Le roi et la reine d'un côté, avec leurs 7 enfants, puis de l'autre, comme vivant par procuration et n'ayant d'autre justification que celle qui consiste à servir ces chérubins, la partie sociale défavorisée, celle des abids et des wasifat, d'accord? Pluriel maghrébin de wasifa, nourrice, que des esclaves. Je me rappelle en particulier un conte inspiré des 1001 nuits dont le titre est Badr Azin. Au fil de l'histoire, qui est un peu floue, on apprend l'une des esclaves réussit, grâce à un subterfuge, à prendre la place de la vraie princesse, Badr Azin. Cette dernière est envoyée traire les vaches, conduire les chameaux à la prairie et surveiller les troupeaux du lever du jour à son coucher. Elle récite une rengaine tout au long du conte. Pleurez, pleurez, chameau de mes pères et mères, l'esclave est devenu libre et la femme libre est devenue esclave. Chaque fois, le troupeau se met à gémir. À la fin, on découvre le poteau rose, la manière dont l'esclave est devenu libre en usurpant l'identité de sa maîtresse. On emmène alors à la source qui transforme les gens, et c'est là qu'elle recouvre sa vraie nature, celle de Congolaise, Conguilla. Enfin, Badrazine paraît belle, comme la lune, et si fière d'être princesse. L'esclave est aussitôt mise à mort, et son corps donné à manger aux chiens. Voilà. Alors, l'esclave contribue au prestige de son maître. Par le passé, l'acquisition d'un esclave provoquait chez les convives admiration et congratulation. C'est ainsi, nous dit Esté Goïtine, que l'expression arabe « que Dieu te pourvoit en nombreux esclaves comme lui ». Vous voyez comment c'était un fait naturel dans leur conception, qui n'a rien à voir avec les principes de l'islam de base. De toute manière, dans la première partie du livre, on a vu la position de l'auteur vis-à-vis de l'islam. En fait, ils n'ont rien respecté. Et ça, il faut le dire, hein. Des Mouraouia, ils n'ont rien respecté. Vous vous rendez compte? Continuons. C'est ainsi, nous dit Esté Goïtine, que l'expression arabe « que Dieu te pourvoit en nombreux Kuka mitlaou kadir ». Je prononce mal parce que c'est pas écrit en arabe. Voilà, t'as pas la vraie prononciation là, c'est bizarre. Étant courante en Égypte, Slave and Slave Girl in the Cairo Genesis Records. Autre exemple. L'Arabie ancienne, où le nombre d'esclaves était comptabilisé parmi les biens inaliénables de la famille, du clan ou de la tribu. Voilà qui contribuait à perpétuer l'asservissement antique sans bouleverser le moindre article de loi. Voilà qui contribuait à perpétuer l'asservissement antique sans bouleverser le moindre article de loi. Vous voyez ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont trafiqué les règles d'Allah pour leurs biens matériels. Bon, on le verra plus tard. Très grave ce qu'ils ont fait. Très, très grave. Très, très grave. Vous voyez, plus je prends de la connaissance, hein, franchement les amis, plus je prends de la connaissance et plus je comprends les paroles d'Allah le jour de la résurrection. Parce que quand vous lisez des fois les ayats du Coran, vous dites « Waouh, mais Allah il va être dur, patati, patata ». Parce qu'en fait, on n'en a eu aucune, parce qu'en fait, il sait ce que nous ne savons pas.
Et ce comportement-là est déjà décrit dans le Coran. Incroyable. Incroyable. Continuons. Autre exemple. L'Arabie ancienne, où le nombre d'esclaves était comptabilisé parmi les biens inaliénables de la famille, du clan ou de la tribu. Voilà qui contribuait à perpétuer l'asservissement antique sans bouleverser le moindre article de loi. Si l'islam interdit vraiment l'esclavage, pourquoi le prophète aurait-il, vous voyez les questions qu'il se posait? Putain, bordel. Si l'islam interdit vraiment l'esclavage, pourquoi le prophète aurait-il détaxé la propriété de l'esclave? Ils ont rusé, ils ont trouvé des subterfuges. Ils se sont menti à eux-mêmes. C'est ce que nous apprend un théologien comme El-Bukhari, tradition islamique, qui dit tenir le propos d'Abu Huraïra, 7e siècle, l'une des sources les plus fiables de la tradition. Donc ils ont détourné des propos. Après l'avoir entendu du prophète en personne, celui-ci aurait dit que le musulman ne doit pas la dîme, ni pour son cheval, ni pour son esclave. Aussi les grands seigneurs n'hésitaient-ils pas à garnir leur palais d'esclaves au même titre que de tapis somptueux et de marbre les plus chers. Voilà. Donc ils ont dit, ah non, 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 tu peux acheter l'esclave, il n'y a pas de taxe. L'esclave est non imposable. T'inquiète, t'inquiète. Ah, je paye pas d'impôt. Je l'achète, lui, je paye pas d'impôt. Eh ben, je vais me gaver, hein. Et derrière, ça dit, Hamdoulillah. N'importe quoi. Continuons. La rareté de l'esclave fait son prix. Pour se fournir en cargaison fraîche, il fallait parfois endurer les pires souffrances liées à l'éloignement et à l'attente du troc ou de l'achat. Jean-Léon l'Africain, vers 1483-1550, raconte comment, dans un pays du Sahel, des marchands d'esclaves attendaient des semaines, parfois des mois, voire des années, avant d'être livrés par les roitelets tributaires auxquels ils avaient passé commande. Quand il revenait de son expédition, ça c'est chez nous, hein, ils attendaient. C'était même pas des roitelets tributaires, hein. C'était des mercenaires en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est Youssouf Tata Cissé qui l'explique. Par exemple, il y en a un qui s'appelait Marie, je sais pas quoi, là, j'ai oublié son nom. Je vous ressortirai le livre, Inch'Allah, lorsqu'on va étudier ce phénomène en Afrique de l'Ouest, dans les détails. Quand il revenait de son expédition, il rapportait parfois assez d'esclaves pour payer le marchand. Mais d'autres fois, ces derniers étaient obligés d'attendre l'année suivante, parce que le roi qui n'avait pas capturé assez d'esclaves pour les payer. Voilà. Donc moi j'ai effectué quand j'ai lu ce livre, quel roi africain, quel roitelet, patati, il y en a pas. En Afrique de l'Ouest, il y en a pas. J'ai fait ma recherche. Maintenant, si vous avez la documentation, hein, pour prouver cela à la famille, il n'y a vraiment pas de souci. Continuons. Reine Malik, ça fait longtemps. Salam alaikum. Alors, l'arabe est-il esclavagiste de nature? Non, mais l'être humain en général l'est sûrement. Ah oui. Quand les conditions s'y prêtent, si la question vient à être posée en termes d'organisation de la famille, dont le modèle initial est celui de la confédération, mais aussi en fonction d'un goût invétéré de la jouissance et du bien vivre qui s'impose aux Bédouins, on peut alors répondre par l'affirmative, tout comme on l'aurait fait pour Rome ou la Grèce. Je rappelle ici combien les auteurs grecs et latins, mais aussi les pères de l'Église, on a bientôt fini, hein. Ouais, ont souvent mis l'accent sur l'ordre instauré au sein d'une famille ou d'une société, plutôt que sur la liberté individuelle de chacun au sein de cet ordre, en particulier la liberté de l'esclave. Hormis Sénèque, Euripide et Épictète, plutôt compréhensifs à l'égard de la situation des esclaves, Épictète a lui-même été esclave à Rome. Un grand nombre de philosophes et d'hommes d'église, Platon, Aristote, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Basile, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, etc.,
ont eu sur l'esclavage une opinion qui ne tranchait guère sur celle de leur époque. Donc, vous voyez, quand il y a les leucodermes, les occidentaux qui attaquent le monde arabe en disant oui, prophète, le Coran, vous avez pas tranché sur l'esclavage, eux à leur époque, ils ont pas tranché non plus, hein. Voire même, ils se sont même pas posé la question. C'était tout à fait naturel. Donc, le monde musulman était en avance, hein, était totalement en avance sur leur temps par rapport à cette question de l'esclavage. On le verra plus tard dans le bouquin. Une étude extrêmement fouillée montrerait sans doute certaines évolutions dans l'espace et dans le temps, y compris chez chacun d'eux. Mais l'attitude globale et indifférenciée veut ou voulait que l'esclave soit un partenaire de l'ordre naturel, ok? Au point qu'Aristote en arrive à dire de cet état de fait qu'il est aussi utile qu'il est juste. Voilà. Donc l'esclavage dans le monde entier, je le répète encore une fois, hein, du moins dans leur monde, était naturel, en fait. C'est une question de classe. Il y a des hommes qui vont être supérieurs à d'autres, etc. Et donc, ça fait partie de la nature humaine. Il y a toujours des hommes qui vont en dominer d'autres. À présent, lorsque vous étudiez l'économie globale, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Le capitalisme, c'est ça. Mais encore, il faut avoir des notions d'économie. Donc, moi, je vais m'arrêter là, parce que normalement, je lis pendant 1 heure et demie. Là, j'ai lu un peu plus longtemps. Donc, ce livre, il est bien parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. D'accord. Et donc là, maintenant, le panel est ouvert. La prochaine partie, elle sera très, très, très intéressante. J'ai pris beaucoup de notes, surtout quand on va arriver là. Je vais apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Wa alaykoum salam. Ren Malinke, ça fait longtemps, toi, t'as disparu. T'es parti où comme ça? Je suis à Abidjan, actuellement, ils sont en train de faire rattrapage. Ah, bon. Abidjan, c'est good, hein. Toi, t'es là-bas, toi. Oh, la chance. Trop doux, mais... Ah. C'est pour ça que tu te connectes même plus. Regardez-moi ça. Hein? Laissez-moi un mois. Dans 1 mois, quand il a fini de faire rattrapage de toutes ces années-là, et puis voilà. Il va reprendre le bout du boulot. Mais pour l'instant, là, je dois recharger les batteries. T'as raison. Salam alaikum. Là, c'est Ren a déposé son téléphone pour aller. Jonathan le vendu, bonsoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Papa qui t'aime tard. Ah, par contre, on n'entend pas très bien. Là. Là, tu m'entends ou pas? Je suis en train de monter. Attends. Ouais, là, on entend un peu mieux, là. Ouais. Là, vous m'entendez ou pas? Je sais pas. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on entend, c'est bon. Ok. Ouais, Ren, je crois que t'as des problèmes. Hein. Ah, parce qu'en fait, déjà bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Parce qu'en fait, je sais pas si tu connais l'imam Bakem. Et en fait, il se sert de toi pour, il fait souvent des vidéos anti-islam, tu vois. Donc, Ah, je t'allais, ouais, je le connais, oui. Et en plus, j'ai dit, il est fan. En plus, il parle comme toi, hein, tu vois. Il parle comme toi. Il a la même voix que toi. Au début, je croyais que c'était toi, tu vois. Il dit, t'es pas Bakem? Il m'a dit, non, j'utilise ce pseudo pour troller, tu vois. Après, j'ai dit, qu'est-ce que t'as contre Bakem? Il me dit, non, c'est un traître, il est devenu musulman, il est plus qu'émite. Allez! C'est pas grave. Ils vont souffrir pendant longtemps encore, Inch'Allah. Ah, Bakem, c'est vrai, t'es redevenu musulman, dis donc.
Oh, moi, à la base, moi, je suis né musulman de deux grandes familles musulmanes. Après, je suis rentré dans ce qu'on va appeler le kémitisme très tôt. Et ensuite, après, bah, mon expérience de vie, recherche, eh bien, je suis revenu à l'islam, quoi. Parce que c'est la meilleure des religions et la meilleure voie à suivre. Ok, 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 Mm. ok, ok. Parce que je sais qu'avant, avant, je sais que, parce que avant, je me souviens, t'es très radical, hein, t'étais pas comme ça avant, tu vois. C'est que j'étais grave surpris d'apprendre que t'es redevenu musulman, quoi, tu vois. J'étais grave surpris, je me disais, ah oui, comment c'est possible? Parce que les kémiques qui redeviennent chrétiens musulmans, c'est très rare, en fait. Enfin, ça m'a beaucoup surpris, tu vois. Ouais, après, je pense que lorsque tu avances avec sincérité, parce que ça, moi, j'ai toujours fait les choses d'une manière assez sincère. Donc, quand je pense être dans une vérité, bah, je m'y donne à fond. Voilà. Mais le but du jeu, c'est de vraiment chercher la vérité, d'être sincère dans son cœur. Et puis, au bout du compte, bah, tu te retrouves guidé, quoi. Tu vois. Ok, ok. Après, il y a d'autres kémites ou kémtars, eux. Bah voilà, il y a que Allah qui lit dans les cœurs de toute manière, hein. Donc ils vont avoir une autre approche effectivement, puis peut-être ils vont rester cantonnés dans l'ignorance. Après la différence c'est que moi j'aime beaucoup m'instruire, apprendre, surtout l'histoire générale, l'histoire africaine. Et là sur TikTok, tu peux remarquer qu'il y a des personnes qui se disent kémites, ce que j'appelle kemtar, bah qu'ils apprennent pas quoi, qui sont dans l'idéologie, dans l'émotion, dans une revendication qui n'a même pas lieu d'être à certains moments, voire même tout le temps. Donc ils stagnent en fait dans la haine, dans un mensonge, et ils sont du mal à eux-mêmes, hein. Mais bon. Ouais, parce que, ouais, Mm. j'ai remarqué ça, parce qu'en fait, j'avais un pote à moi en fait, il est né en Belgique, tu vois, il est né ici, il Mhm. avait grandi ici, il s'est radicalisé dans le kémétif, tu vois. Ah Et ouais. il est devenu, je sais pas, le mec, il a la haine des chrétiens, des musulmans, des blancs, des arabes, tu vois. Il est devenu tellement extrémiste, il a sombré dans un mood que j'ai dit, je l'ai abandonné, tu vois. T'arrives même plus à le suivre. Ouais, c'est une dinguerie en fait, tu vois. Je me suis dit waouh, 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 waouh. Pourtant avant qu'il entre dans ces courants-là, il était pas comme ça, tu vois. C'était quelqu'un de Mm. très respectueux. Je sais pas, dès qu'il est entré dedans, il a directement changé, quoi, tu vois. J'ai vraiment pas compris pourquoi il s'est radicalisé comme ça. Mais c'est un Franchement, danger, hein. C'est un danger, c'est un danger. Donc c'est pour ça que moi et d'autres personnes, des frères et des sœurs, etc. Donc on parle des kemtars, le kemtarisme, c'est comme ça que j'appelle cette idéologie-là, parce que c'est un danger pour ces personnes. Et plus tard, admettons, hein, s'ils prennent du galon, etc., ils ont plus de moyens financiers et autres. Ça risquerait d'être un groupe, je le cache pas, un groupe très extrême sur le continent africain, divisionniste. Et nous, c'est pas ce que nous voulons, quoi. Voilà. Donc ça parle d'éradiquer les Noirs musulmans, les Noirs chrétiens, d'éradiquer tout le Maghreb, etc., de faire la guerre à l'Occident. Et en plus, ils ont ça dans le cœur, hein. Faut vraiment pas prendre ces pensées-là à la légère. Surtout pas. ouais, ouais, parce que J'en ce que parle en connaissance de cause, hein, vu que j'ai baigné dedans pendant 20 ans. ouais, bien sûr, parce que ce Mm. que je lui ai reproché, parce que moi, ce que je les repose, c'est la haine des blancs, la haine de la France, tu vois, parce que quand ils parlent tout le temps des choses, des trucs, ils aiment beaucoup, je sais pas, moi, se responsabiliser, tu vois, mais remettre toute la faute sur l'Occident, les blancs, les méchants blancs, tout ça, c'est la faute des autres, jamais de leur faute, tu vois, c'est toujours la faute des autres, tu vois. Et moi, c'est un peu un truc qui m'a un peu gêné, donc vu que j'avais appris hein, par des gens que t'étais un ancien kémite et que t'as un peu changé un peu de mood, t'as un peu évolué, voilà, et t'as un peu un esprit critique par rapport à ça. Je me suis dit, ok, c'est cool. Donc, un ancien kémite qui tient ce genre de discours, quoi. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, quoi. Bon, non, franchement, c'est bien, en fait. Vu que t'es sorti de cette idéologie-là, franchement, et on va dire, dans ces courants-là, on va dire, qu'est-ce qui t'apprenait, en fait, et est-ce que t'as côtoyé des extrémistes, je sais pas? Attends, je sais pas très bien entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît? Surtout En fait, la fin de je ta disais, phrase. dans ces courants, t'as côtoyé des extrémistes, et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que tu puisses les quitter? Comment ça se passe dans ces courants-là, en fait, tu vois? Oui, j'ai croisé des extrémistes, mais moi, ces courants-là, je les ai plus connus dans la vraie vie. Voilà. Donc, dans la vraie vie, tu rencontres pas trop d'extrémistes, tu rencontres plus des personnes normaux. Parce que quand tu es en face de la personne, bah, elle va pas oser te dire tout ce qu'elle passe, tout ce qu'elle pense par rapport à Internet. Maintenant, moi, ce qui m'a fait quitter ce courant-là, comme je te l'ai dit précédemment, c'est vraiment le fait que je me suis renseigné sur mon histoire, l'histoire globale, etc., que j'ai effectué une recherche aussi religieuse à mon niveau,
Et puis voilà. Après, il y a une question spirituelle qui font que voilà que je suis retourné dans l'islam. Mais la question spirituelle, bon, elle est impalpable. Donc je peux pas tout l'expliquer. Mais on va dire que c'était plus une recherche scientifique et historique que j'ai effectuée de par mes propres moyens et plus mon expérience de vie qui ont fait que voilà, je suis sorti de ce monde-là et je m'en porte pas plus mal. Mm. Et ça fait combien de temps que t'es revenu à l'islam? Ça va faire 2 ans. Ok, ok. Parce que je me souviens quand t'étais chez Sergent Dango, je sais pas si tu le connais, t'étais encore un peu timide, tu vois. Ah, tu m'as connu chez Anongo sur YouTube. Ouais. Ouais, parce que c'est Jav. En fait, il y avait un type qui s'appelait Jav, donc Ouais. vu qu'on se connaît, tu vois, il m'a parlé de Sergent Dango parce que je le connaissais pas, donc Mhm. il m'a fait voir des vidéos, donc je t'ai vu chez je te voyais que tu faisais des débats sur Sergent Dango, donc tu défendais les kémétistes, tu vois. Et tout d'un coup, t'es devenu musulman, c'est ça qui m'avait grave étonné, Ouais. tu vois. Je me suis dit ah ouais, comment ça se fait, tu vois. Bah même sur YouTube, etc. Et je pense que j'étais plutôt cool, hein. Après, Serge Anongo, etc., tu connais le personnage, hein. Donc on s'est beaucoup battu, mais c'était aussi bon enfant, tu vois. Vu qu'il venait chez moi, j'allais chez lui, etc. Même jusqu'à présent, là, il est sur YouTube, Serge Anongo. On continue de se battre, hein. On n'a pas fini encore. Ah, vous avez des désaccords, c'est ça? Sur Ouais, certains on a points? oui, on a des désaccords idéologiques. Après, on a des accords idéologiques, tu vois, ça reste bon enfant. Ça reste vraiment bon enfant. Par rapport à certains kémites, que j'appelle des kemtars ici, là, c'est vraiment autre chose. Et le type en question, dont je te disais qu'il s'est radicalisé là, tu vois. En fait, il a cité un groupe qui se disait Kémit, un truc comme ça. Donc, en fait, c'est à Clémenceau, c'est pas loin de Bruxelles. Donc, il va là-bas. Donc, ils font. En fait, c'est tous les dimanches. Ils font des chants sur Osiris, sur la mat, tu vois. Ils font des trucs un peu bizarres. Je dis, une fois, ils voulaient m'emmener là-bas, tu vois. Je dis, ah, mec, tu m'emmènes dans des endroits chelous, toi. Qu'est-ce qu'ils racontent ces gens? Franchement, j'ai cru que c'est dans que je suis dans une secte, toi. La première fois quand je suis entré là-bas. Je dis oula 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 les chants tout ça. En fait c'est un peu comme une église, c'est un peu des chants religieux mais qui relient ça et eux ils relient ça au kémétif, tu vois. Je me suis dit ah ouais c'est ça en fait. Franchement j'ai dit waouh waouh waouh. Et puis après j'ai coupé contact avec lui parce que ça n'allait pas quoi tu vois. J'espère qu'il va s'en remettre. Ouais, après, c'est de le conseiller au De mieux. quoi? Ça fait rien, Jonathan. Moi, je peux t'envoyer là-bas. Je laisse la parole, là, je suis un peu occupé, là. Je donne Ok. la parole à la petite, puis je reviens. Redman Leke, si tu veux prendre la parole ou discuter avec Jonathan, ou si d'autres personnes souhaitent envoyer vos Ah demandes, ouais, bon. allez-y, là. Il y avait un qui était là. Je sais pas si Ransonan qui est là. Il a dit, Jonathan, ça fait rien. Il faut venir t'envoyer là-bas. Tu vas partir tu veux pas partir dans le vaudou. Non non non, moi je suis pas dedans, moi je suis pas dedans. Aïwa. Vraiment bon. C'est un peu difficile, mais je sais que ils vont se retourner tout seuls. Voilà, parce que surtout ceux qui sont en train de radicaliser ces gens-là, généralement, ce sont des gens qui ne connaissent pas la réalité par rapport au continent lui-même. Donc, ils vont rester sur les réseaux sociaux, raconter tout et n'importe quoi, vendre du rêve aux gens. Et il y en a certains qui sont pas assez intelligents pour en fait acheter ce rêve-là, quoi. Mais, de toute façon, s'ils ont l'intention de venir sur le continent, ils vont voir la réalité de leurs propres yeux. Salam alaikum, Aminata. Elle, c'est sûr qu'elle ne sait pas qu'elle est montée ici. Ah ouais ouais. Aminata, salam alaikum. Voilà, je savais, Ouais, je parfait, ne savais ouais. pas qu'elle était montée. Et vous, comment est-ce que vous avez découvert le qu'il y avait des kémites, des trucs comme ça, comment vous les avez su qu'ils étaient virulents sur la toile, un truc comme ça? Bon, moi, parce que je parle aussi de Bambana, du côté du Mali, là. Je passais un bon soir, comme ça, sur un panel. Je crois que je venais à peine même d'installer TikTok, hein, si je ne me trompe pas. Et il était en train de parler il racontait en tout cas beaucoup de bêtises. Et bon, je suis rentrée dans son live. Enfin, j'ai fait une demande, ils m'ont pris sur le live.
Et je lui ai posé des questions. Parce que notamment, il parlait de la réincarnation et tout. Après, je lui dis, si vous dites, comme vous le dites, d'accord, prenons ce que vous dites, le Créateur n'a jamais parlé. Ok. Maintenant, vous parlez de réincarnation après la mort. C'est vous les mêmes qui dites que quand on meurt, personne n'est allé, est revenu. Comment vous sachez que la réincarnation existait? Et il me dit comme ça, il suffit de le regarder, lui il est la réincarnation de Akhenaton, ou je sais plus quel nom de pharaon il m'a dit. Je te jure. Après, je me suis dit, ben. Et en fait, à un moment donné, il était en train d'expliquer, ah oui, l'esprit, il y a l'esprit, hey, Zainab, donne-moi ça. Il y a l'esprit qui est différent du corps. Après, je lui avais posé une question, si je me souviens bien. Après, ils m'ont fait descendre et puis ils ont commencé en fait à leur délire. Ils ont continué leur délire. Et après ça, je suis tombée sur un panel de frères musulmans. J'ai vu que, ah ouais, c'était quelque chose, c'est pas quelque chose d'anodin. En fait, c'est pas quelque chose, hey, les filles, sortez, maman. Désolée, hein, je parlais avec mes filles. Donc après, je suis rentrée dans le live. Après, j'ai commencé. C'était en fait leur travail. Hein, bon, sur leur panel à eux, ils insultent le prophète. Ils sont très violents. Les musulmans sont des cons. Les chrétiens aussi. Nous ne sommes pas de vrais Africains. Hein, comment nous pouvons prendre la défense des Arabes, etc. Après, on a commencé à faire plein de panels jusqu'à ce que je découvre le panel de Bakem. Parce que je crois autant il avait invité l'une des grosses têtes membres du kémitisme actuellement.